Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Hormel Food Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Ici, nous avons une compagnie qui est, je pense, c'est un dividend king. Donc, ça dit que ça fait 50 ans qu'elle augmente son dividende année après année. Donc, si ce genre de vidéo, si vous intéresse, n'oubliez pas de liker la chaîne, d'accord, et de vous abonner également. C'est toujours important et ça fait toujours plaisir. Donc ici, on va directement étudier l'entreprise ici en se basant sur des informations comme la croissance, le revenu, le free cash flow, le nombre d'actions, le PE moyen, la dette nette, la qualité de dividende, et on va terminer ici par l'évaluation de la compagnie. Donc, on y va directement. Donc, j'ai failli dire on va y directement. On y va directement. Vous savez que je fais tout ici en live de toutes les façons. Donc, que ce soit comme ça ou autre chose, on y va directement. Donc, ici, on a une compagnie ici qui a un revenu à peu près de 12 milliards 630, dont 12 milliards 130 quand on regarde ici le revenu par rapport aux 10 dernières années ici. Donc la croissance du revenu ici sur les 10 dernières années est de l'ordre de 4%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 6%. Et sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 6%. Donc on a quelque chose au-dessus de 5%. Je vous ai toujours dit ici que une compagnie de croissance, je préfère l'acheter sans prendre en considération un prix qui inclut la croissance. Donc, à la fin de la journée, oui, on sait qu'on a un niveau de croissance ici, mais maintenant, notre rôle en tant qu'investisseur, c'est de savoir la croissance, elle est due à quoi? Acquisition ou bien de manière organique. Donc, je peux déjà voir ici que, par exemple, quand on prend ce revenu-ci et qu'on le voit comme ça, on sait que cette partie-ci concerne uniquement une acquisition qui a été effectuée. Donc, l'acquisition, comment est-ce qu'on peut voir ça ici? Donc, je vais ici, je mets cash acquisition, je mets ici yearly, et vous voyez qu'on a eu une acquisition de près de 3 milliards ici. Donc, 3 milliards, ça a un impact positif ici. OK? Donc, faites attention à l'acquisition maintenant et parfois faites avec de la dette ou bien augmentation de nouvelles actions. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, en termes de revenus ici, on a ce montant-là. Vu que, voilà, le marché anticipe toujours une croissance supplémentaire. Donc, on va prendre une croissance ici pour la prochaine année. Donc, on va se dire qu'OK, nous avons une entreprise ici à peu près qui est croissante. Les analystes s'attendent à voir combien d'ici la fin de l'année ou bien d'ici l'année suivante. On s'attend à peu près ici. Donc, si je regarde bien, on va le faire ici à vue d'œil. Près de 12 milliards 930. Actuellement, on est à combien? Actuellement, on est à 12 milliards 600. Donc, on va mettre ici 12 milliards 900. Pour faire simple, d'accord? Donc, on prend ici, on y va, 12 milliards 900. 12,9. OK, croissance du revenu ici, on a 5% en moyenne, etc. Mais pour avoir la confirmation concernant la croissance, il faut aller lire les rapports financiers pour savoir qu'est-ce que le management dit par rapport à ça. Donc, moi, je peux juste prendre la croissance passée, essayer de voir quelle est la tendance qu'on suit présentement, OK? Mais je ne peux pas anticiper la croissance future sans savoir exactement sur la croissance en question, d'où est-ce qu'elle va provenir et pourquoi est-ce que je pense qu'on en aura. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. 5% de croissance, c'est ce que je pense qu'on pourrait avoir par rapport à la moyenne qu'on a précédemment. Mais de toutes les façons, c'est juste à titre informatif, comme d'habitude, comme toute cette vidéo d'ailleurs. Donc, ici, au niveau des free cash flow, alors, au niveau des free cash flow, ici, on recherche la stabilité ou la croissance en termes de free cash flow. Donc, je vais directement ici, je prends les free cash flow, je vais les comparer au net income pour essayer de voir où est-ce qu'on s'en va. Donc, je prends ici les net income pour voir à peu près si on a la même chose. Net income margin. Alors, où est-ce qu'on est? Voilà, au net income margin, on est là, on prend, on compare, donc je mets ça, je ferme ça et on valide les deux ici. Oui, ouais, les net income ont tendance à peu près à être dans le même... ça, ce sont les net income margin, excusez-moi. Je voulais mettre les net income ici, voilà, c'est ça que je voulais, voilà. OK, je les mets ensemble. Vous voyez qu'on suit à peu près la même tendance. OK, donc je peux prendre ici la marge des net income tranquillement. Donc la marge des net income ici, margin, donc ma net income margin pour essayer de voir quel est le niveau de marge moyenne qu'on a ici, d'accord? Tout en vérifiant si les marges augmentent sur les dernières années ici. Donc les marges ici sont prises sur les 12 derniers mois, donc faites attention par rapport à ça, ça pourrait changer également. On voit qu'actuellement, nous avons des marges de 7%. OK, donc marge de 7%. Sur les 10 dernières années, nous avons des marges de 8,75%. 5 dernières années, 9,62%. En moyenne, je veux dire, 3 dernières années, nous avons 9,8%. Alors, sur les 5 dernières années, on a 9%. 9,62, d'accord, c'est plus que ça. Mais ce que je vais faire ici, je vais couper la poire en deux, je vais mettre ici 9%, d'accord. On sait qu'on a plus que ça. De toutes les façons, quand on regarde ici, on peut avoir des marges plus élevées que ça. Mais cette partie-ci, sans doute, c'est par rapport à l'acquisition ici ou bien par rapport également au fait qu'il y a une augmentation du prix des matières premières ici parce qu'il faut savoir que c'est une compagnie qui vend des produits de grande consommation ici. Donc, c'est la consommation de base ici. Donc, ce sont des produits donc, que vous achetez régulièrement. Bon, pour ceux qui sont en Amérique du Nord, bien sûr. Donc, ici, par exemple, les différentes marques que l'entreprise ici a, laquelle je peux reconnaître ici. Alors, on va regarder ça. Hormel Food, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que je peux reconnaître ici? On a du café. On a du bacon.
Alors, quoi d'autre? On a du chili. Voilà, ce sont des choses qu'on consomme tous les jours. Donc, même en période de récession, on aura besoin de manger. Et voilà, les gens vont vouloir consommer ce genre de produits-ci. Dans tous les cas de figure, voilà, c'est une compagnie qui peut s'en sortir en période de récession. Ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter à n'importe quel prix, d'accord? Excusez-moi, les aléas du direct. Mais il faut également comprendre que c'est une compagnie ici qui, quand bien même le prix de la commodité augmente, parce que voilà, le poulet, si le prix du poulet augmente, si on ne peut pas augmenter les prix aussi rapidement, on aura de la difficulté. Donc, il faut aller vérifier par rapport au pricing power. Est-ce qu'elle en a? Quand je regarde ici, je pense que c'est une entreprise qui a un pricing power, parce que regardez, les marges ici, entre 2012 ici et à peu près 2009, on est à peu près à 4%. À ce niveau-ci, entre 2010 et 2014, nous avons à peu près 5%, 6%. Et à partir de cette période-ci, donc j'espère que ce n'est pas la période du Covid, non. Voilà, nous avons à peu près 9,5% par là, ok? Donc, je vais prendre 9,5% de le 9%, on va le mettre comme ça, ok? Faites attention, 9,5%, d'accord? 9,5%, ok. Je pourrais également regarder sur mon autre outil ici, Ticker, pour voir à peu près, le management s'attend à peu près, les années, ils s'attendent à peu près à quel niveau de marge ici. Ça pourrait être plus facile ici pour nous. Donc, on va aller regarder ici au niveau de Hormel Food afin d'avoir le maximum d'informations possibles ici. Donc, on va mettre Hormel Food, Hormel. Alors, où est-ce que tu es? Et parfait. Alors, on prend Hormel Food, on va regarder Analyst Estimate. Parfait. Alors, nous, on avait planché sur 9,5 ici. Donc, je vais ici. Donc, je mets ici Analyst Estimate pour aller voir à peu près les prévisions de ces analystes-là. D'accord? Donc, on va prendre ici les net margin. D'accord? On prend les net margin. Je prends les free cash flow margin. Et je vais également prendre en considération le revenu ici pour voir si on s'attend à peu près à des revenus assez croissants ici. Alors, l'essentiel ici, OK. On s'attend à peu près à des revenus à peu près stables par rapport à l'acquisition qu'on a effectuée ici. En termes de marge, on a combien? Voilà. En termes de marge ici... Alors ici, on a combien? On a 8,5. Ça, c'est 2023, octobre. Donc, généralement, ces résultats financiers sont fermés. Son année se termine au mois d'octobre. Donc, sans doute, on aura les états financiers pour l'année 2022 d'ici la fin du mois d'octobre, d'accord? Donc ici, par exemple, nous voyons que, est-ce qu'on peut dessiner une certaine moyenne ici? Donc je prends ça, je vais essayer de le mettre ici en histogramme, parce que j'ai pas envie de prendre quelque chose qui ne ressemble pas à la réalité, ou bien qui ne se rapproche pas de la réalité, d'accord? J'ai pas envie d'avoir précisément raison, je vais avoir le moins top aussi, donc 9, 9, 9, on s'attend à peu près à des revenus en berne ici, des résultats en berne ici, pour retourner à quelque chose qui ressemblerait à quelque chose comme 10% comme ça. Ok. Au pire, à 10%, ils s'attendent d'ici 2026, mais entre-temps, les analystes prévoient entre 2022 et à peu près 2023, des marges inférieures à 9%. D'accord? Donc, je voulais prendre 9,5, je voulais prendre 9%, je pense que je vais plus plancher pour le 9%, je pourrais m'ajuster en conséquence. Après, d'accord? Je vais prendre le 9% ici. On va faire simple. Même si on s'attend à avoir 10% plus tard, tant mieux. On va faire simple ici parce que le 8% pourrait être perpétuel. Moi, je ne sais pas. Donc, je vais prendre 9% pour essayer de me protéger. Et déjà, en sachant que cette année-ci, on n'aura pas exactement ce qu'on recherche. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, ici, le management s'attend à peu près à avoir des revenus aux alentours de 12 milliards 800. 12 milliards 800, c'est la marge haute ici. Ça, c'est ce qu'il avait planché au mois d'octobre. Et moi, j'ai mis ici 12 milliards 900. OK, sans doute, ça a dû changer, mais ça ne change pas grand-chose. On va le laisser comme ça. C'est 100 millions de dollars de différence. D'accord? Donc, nombre d'actions. Est-ce que nous avons des actions qui augmentent ou bien qui diminuent? Alors, je prends ici, je regarde ça, nombre d'actions ici augmente. Donc, vous voyez que ça concorde également sans doute avec l'acquisition qui a été effectuée ici. Donc, on a à peu près 549 millions d'actions. OK? Je mets ici 549. Alors, le PER moyen de cette entreprise, si on va y arriver, mais je vais d'abord questionner le niveau d'endettement ici. Donc, généralement, je regarde rapidement la dette nette sur EBITDA ici. Je cherche quelque chose en dessous de 5. Là, on a 1,2. Voilà, il n'a presque pas de dette, c'est correct. Même avec l'acquisition ici, c'est parfait. On peut voir ici que ça doit être une entreprise qui avait généralement du cash net. Donc, elle est assez bien gérée. Ah oui, elle avait du cash net ici. Donc là, on a à peu près 2,45 milliards ici en termes de dette nette. On va mettre ici 2,45. 2,45, c'est presque insignifiant par rapport à ce qu'elle rapporte généralement par an. Donc, le PR moyen ici de cette compagnie-ci, on va prendre ici le price. Vu que c'est un consumer staple, donc généralement ce genre de compagnie qui va s'échanger à 17 à 20 fois les bénéfices par là. D'accord? Donc, on prend ici, on regarde la moyenne par rapport à cette compagnie-ci et on va essayer de faire un jugement. Donc, 19 fois les bénéfices sur les 20 dernières années, 23 fois les bénéfices sur les 10 dernières années, 25 fois les bénéfices sur les 5 dernières années et à peu près 28 fois les bénéfices sur... Bon, voilà, moi, je vais prendre 20 fois les bénéfices, je ne vais pas me casser la tête. 20 fois les bénéfices ici, OK?
Donc, on peut prendre 20, 22, 25 de toutes les façons. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous manque encore? Donc, la qualité dividende, on va y revenir. Donc, 9% de 12 milliards 900, c'est combien? Donc, quand on prend ici 12 milliards 900, OK, fois 0,09, ça nous donne combien? On a à peu près 1 milliard 161 millions. OK, 1 milliard 161 millions. Je viens ici, je mets ça là. Donc, je fais ici 20 fois les bénéfices, 22 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices. D'accord? Avec une préférence pour 20 fois les bénéfices. Ici, on a combien? On a à peu près 1 milliard. On a 1 milliard combien? Pour le 9% de 12 milliards 900. 1 milliard 161. OK, parfait. Donc, 1 milliard 161, 1 milliard 161, donc 61 ici, 6, 1 milliard 161, 1 milliard 161, 61, parfait. Donc, alors, à 20 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette ici qui est affichée, c'est combien? On a 2 milliards 450, donc ici on a à peu près 2 milliards 200, donc 200 millions de différence, donc c'est pas grand chose, c'est 5 sous de différence par là, donc ça ne change pas grand chose. Donc ici, 20 fois les bénéfices fois 1 milliard 161 divisé par la moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, on est ici pour le nombre d'actions, qu'est-ce qu'ils ont marqué ici? On a 549, 546, c'est parfait, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est 3 millions, il n'y a pas de grosse différence ici. Donc, dans tous les cas de figure, comme je vous l'ai dit, je ne cherche pas la précision, donc faites attention, ceux qui aiment la précision, ne cherchez pas la précision avec moi. Parce qu'ici, la valeur d'une entreprise aura tendance à changer. La valeur d'une entreprise est située dans c'est un intervalle de valeur. Entre 18 dollars et 20 dollars, il n'y a pas une grosse différence, d'accord? Mais entre 20 dollars et 30 dollars, là, il y a une grande différence. Donc, faites attention. La marge d'erreur que je montre très légèrement ici, on peut dire aux alentours de 10% par là, ça peut être correct, d'accord? Je ne sais pas la précision que je recherche parce que de toutes les façons, si l'entreprise vaut 20 dollars, je ne vais pas l'acheter à 20 dollars. Je vais garder une marge de sécurité supplémentaire. Je de log de 50% comme j'aime souvent le faire ici. Donc, à 20 fois les bénéfices, moi, la dette nette divisée par le nombre d'actions, on a ici à peu près 38 dollars l'action, 38,50, d'accord? À 22 fois les bénéfices, 42,77 ici. À 25 fois les bénéfices, ici, on aura 49 dollars, ok? Moi, je vais plancher pourquoi ici, personnellement, je vais plus me rapprocher du 20 fois les bénéfices ici. Je ne vais pas avoir précisément raison quand on va se dire à peu près ici 39, 40 euros par là, 40 dollars par là. C'est à peu près correct comme valeur de cette compagnie ici. Évidemment, on pourrait aller plus loin que ça. Et ça ne prend pas en considération la croissance. Si on prenait par exemple ce chiffre aussi et qu'on appliquait la croissance bêtement, je dis bien parce que le chiffre précis est différent parce qu'il faut l'actualiser. Il faut ramener cette croissance-là en date au dollar d'aujourd'hui parce qu'un dollar de demain n'a pas la même valeur qu'un dollar d'aujourd'hui. Faites attention par rapport à ça. Donc, quand je prends ici 5% de croissance sur les 5 prochaines années ici, ça représente ici à peu près aux alentours de... Voilà. Est-ce que je vais me prendre ça? Je pense que les analystes nous disent ici, de toutes les façons. Donc, vu qu'on a à peu près l'estimé des analystes ici jusqu'en 2000... on va mettre combien? 2000 combien? On a à peu près jusqu'en 2026 ici. On s'attend à peu près à avoir 12 milliards 900. C'est pas trop différent de ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc, on aura plutôt une stabilité ici. Donc, on va se dire qu'on est à peu près correct ici. En termes de croissance, on va mettre 0 ici. Donc, on s'attend à peu près à une entreprise qui va valoir aux alentours des 40 dollars l'action. Donc, je n'ai pas pris en considération la croissance. Ça, c'est vrai. Mais également, on ne s'attend pas à avoir une croissance très élevée dans le futur. En tout cas, les analystes pensent qu'on aura plutôt une stabilité, le temps de gérer l'acquisition qu'on a faite tantôt. D'accord? Donc, ici, on va se limiter là. On va se dire que l'entreprise ici, au mieux, d'accord? Au mieux, elle vaut 49 dollars l'action. D'accord? Au pire, on sera à peu près aux alentours de 38 dollars l'action. Moi, je suis plutôt aux alentours des 38 dollars l'action ici. Donc, c'est-à-dire que c'est une entreprise, si je devrais l'acheter personnellement, c'est une entreprise que je vais aller regarder aux alentours des 30 euros par là. Je préfère me garder une marge de sécurité. Donc, 30 euros par là, 30 dollars par là, d'accord? C'est ma marge de sécurité. Donc, c'est à peu près à partir de 30 dollars que je pourrais commencer à regarder cette compagnie ici. Donc, maintenant, si elle vous distribue la totalité du dividende, la totalité des net income ici en dividende, d'accord? Donc, la totalité ici divisée par 25 milliards 600, d'accord? Vous aurez à peu près un rendement de 4%. D'accord? Donc, c'est pas trop extraordinaire ici, même si une compagnie qui verse un dividende, etc. En parlant même du dividende, on peut y revenir tantôt parce que vous voyez ici qu'elle vous distribue à peu près 2,22% en termes de dividende ici en date d'aujourd'hui. Donc, si on prend 4,5 ici, si on prend 2,22 divisé ici par 4,5, ça représente à peu près un payout ratio aux alentours de 50%. Donc, au maximum, son dividende ne va pas dépasser le 4,5% ici aujourd'hui. D'accord? Si on distribue la totalité des free cash flow, la totalité des net income, ça ne va pas dépasser 4,5%. Et n'oubliez pas qu'on doit encore payer la dette, etc. Donc, on ne va jamais vous distribuer 100% ici. Donc, vous pouvez déjà vous donner une idée que, OK, le dividende, il peut continuer à croître. De toutes les façons, il va le rester à peu près, quand il paye le dividende ici, 1 milliard 160. Ici, il nous reste à peu près aux alentours. Si je ne me trompe pas, on sera à peu près aux alentours de...
Voilà, grosso modo, 500 millions de différence ici pour pouvoir repayer la dette ici. Donc, en 5 ans, on peut repayer la dette ici au complet. Donc, nous avons une entreprise ici qui est au mieux correctement évaluée. D'accord, au mieux correctement évaluée. Donc, pour moi, ça ne représente pas encore une opportunité d'investissement. Personnellement, j'attendrai aux alentours des $30 par là pour commencer à réfléchir par rapport à une acquisition sur cette compagnie-ci. D'accord? Donc, évidemment, ça n'arrive pas tous les jours, mais je suis sûr et certain que tôt ou tard, le marché me donnera une opportunité d'investissement. Regardez ici, par exemple. Vous pouvez constater que le marché vous a donné une opportunité d'investissement par rapport à cette compagnie-ci. Si la moyenne ici est de 20 fois les bénéfices, on achète en dessous de 20 fois les bénéfices ici. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on avait des opportunités d'investissement entre 2003 ici et à peu près 2012, on avait des opportunités d'investissement régulières ici. Donc, quand je prends ici le free cash flow yield, alors, free cash flow yield par rapport au market cap ici, on était à combien? Donc, moi, généralement, je cherche un free cash flow yield aux alentours au moins des 10% par là pour commencer à réfléchir. Donc, quelque chose qui se rapproche du 10%. Donc, vous voyez ici qu'on a eu ça en 2005, on a eu ça ici en 2008, 2010 ici, on a eu ça également vers 2011 par là. Donc, sinon, entre-temps, ici, on avait à peu près quelque chose d'assez correct ici aux alentours des 2018 par là. Mais de toutes les façons, ça ne représente pas une opportunité exceptionnelle. Vous voyez ici que plus le prix de l'action ne fait que baisser, plus le rendement, le free cash flow yield ne fait qu'augmenter. Donc, je prête de préférence un free cash flow yield assez élevé. Même si vous prenez en considération ici, par exemple, la croissance de 5% hypothétique, d'accord, on n'a pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est que mon avis, d'accord. Ceux qui ont acheté du Hormel Food à $50, vous n'avez pas surpayé. Ceux qui font du DCA ici, vous n'avez pas surpayé. Mais comme je vous l'ai dit toujours, le but du game ici est d'investir le moins d'argent possible pour générer le plus de rendement. Et je parle ici du rendement du dividende. Comme je l'ai toujours dit, prenez la différence de quelqu'un qui investit 100 000 pour générer $10 000 de dividende et quelqu'un qui investit 50 000 pour générer le même $10 000 de dividende. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un ici qui a investi 2 fois moins d'argent pour gagner à peu près la même chose que l'autre. D'accord? Donc, lui, il a un rendement de 20%. Donc, votre prix d'acquisition est très, très important. Donc, pour Hormel Food, pour le moment, on reste sur les lignes de côté, on observe, mais ça reste une très belle compagnie. Et si elle vient nous chercher aux alentours des $30 l'action, là, on pourrait peut-être réagir. D'accord? Ça, ce n'est que mon avis à moi, pour moi. D'accord? Quelqu'un d'autre pourra avoir un avis totalement différent et je respecte cela. Sinon, ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Merci.